Imagine un monde où l'alcool est interdit et où les gens cherchent désespérément des solutions à leurs maux de tête. Ouais, tu vois pas forcément le lien là tout de suite et c'est normal. On est en 1886 et un petit gars du nom de John Stith Pemberton, un pharmacien d'Atlanta, décide de rassembler ses connaissances pour créer une boisson qui deviendra l'emblème de tout un pays et de toutes ses dérives. Ça fait des bulles et c'est pas du champagne, c'est noir et c'est pas du gasoil, c'est la boisson principale de tout un continent et c'est pas de l'eau. Ah oui, ça nettoie la tuyauterie, mais ça se boit parce qu'on n'est pas une contradiction près dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on va parler du coca et au lieu de parler de toutes les dégueulasseries que ça provoque dans ta tuyauterie, on va parler de tous les bienfaits qu'il présageait. Pemberton vit dans une Amérique en pleine transformation. D'un côté, la fin de la guerre civile a laissé place à une société en quête de nouveaux repères, et de l'autre, une révolution industrielle a modifié l'économie et les comportements. Si tu trouves qu'aujourd'hui on achète tout et n'importe quoi sans besoin d'arguments béton, accroche-toi à ton siège parce qu'à cette époque-là, je t'aurais vendu du cyanure dans du papier sulfurisé que tu te serais abonné à ma chaîne. J'ai rien à vendre mais te prive pas, ceci dit. Avant la révolution industrielle, les gens consommaient ce qu'ils produisaient ou troquaient localement, et posséder des biens, des objets, c'était rare, c'était coûteux, c'était lié à un besoin vital ou très identifié au moins. Là où, après la révolution industrielle, l'accès aux biens s'est démocratisé grâce à la baisse des prix qui a été elle-même entraînée par la production en série. La consommation devient donc un acte de plus en plus courant et plus aussi exceptionnel. Avant, les produits étaient faits sur mesure, ou à la main même parfois. Après, l'apparition des usines et la fabrication des machines de production entraînent une uniformisation des produits. Même coupe, même matière, même taille, qui encourage plutôt une consommation rapide et remplaçable. Là, on parle des produits genre biens de consommation, mais la pharmacie a elle aussi beaucoup changé avec la Révolution française. Avant, les apothicaires, déjà, préparaient des remèdes artisanaux avec des décoctions de plantes, des cataplasmes, etc. Et bon, ça marchait un peu, c'est sûr, sinon l'humanité aurait eu du mal à perdurer, mais disons qu'à un moment donné, les pissenlits suffisaient plus, et on a décidé d'avancer un peu sur le sujet. On a fait beaucoup de progrès à la fois en médecine et en pharmaco pendant cette période 1700-1800. Alors bien sûr, comme beaucoup de choses dans l'histoire, tout n'est pas identique sur le déroulé chronologique selon les sources, mais à la limite, peu importe. L'idée à retenir, c'est qu'avec les progrès de la chimie, par exemple, on a pu isoler les substances actives pour en faire des médicaments. Et avec quelques dizaines d'années, on passe de la galénique artisanale à des formes plus modernes, de comprimés, gélules, sirops, etc. Ça pose d'autres problèmes, notamment celui de la conservation, qu'on sait pas tout à fait gérer au début. Mais bon, disons que le passage d'une médecine traditionnelle à l'industrie pharmaceutique, ça pourrait être une vidéo à part entière, donc ok. On se calme le boule et on revient à nos moutons. C'est donc dans ce contexte où la consommation et l'industrialisation bat son plein que Pemberton invente une boisson tonique qu'il imaginait réellement salvatrice et bénéfique. Ouais, parce que de base, le projet pour le petit pharmacien d'Atlanta, c'était de soigner les migraines et les douleurs plus généralement, en évitant la dépendance à la morphine, l'opium, etc. qu'on prenait un peu comme des bonbons à l'époque. Et d'ailleurs, que lui-même prenait un peu comme des bonbons à l'époque. John, parce qu'on commence à le connaître maintenant, on peut l'appeler par son petit nom, était en fait un ancien soldat qui a participé à la guerre de l'Utah et à la guerre de sécession. Et pendant cette deuxième, il est revenu, c'est déjà bien, mais il est revenu bien blessé. Et pour survivre à ces douleurs chroniques, il est malheureusement devenu accro à la morphine. La morphine, si tu le sais pas, c'est hyper addictif et les molécules, en très gros, s'accrochent au circuit de récompense du cerveau. C'est comme si ça laissait le cap branché H24, donc t'as constamment l'impression quand t'es sous morphine d'être euphorique, content, cool, comme quand tu t'autorises un moment sympa après en avoir bavé. Pemberton, du coup, qui a quand même un diplôme en botanique et en pharmacie, il se rend bien compte que c'est pas hyper bon pour son métabolisme. Il cherche donc, avec ses compétences à lui, à faire une boisson, un truc, peu importe quoi, qui puisse en tout cas avoir une vertu analgésique, donc antidouleur, sans risque d'addiction et qui soit du coup un peu meilleur pour sa santé que la morphine et qui puisse l'aider à s'en désintoxiquer. Quand on connaît la fin de l'histoire et les dégâts que le coca cause aujourd'hui, se dire que ça part d'une envie de faire un truc plutôt sain, c'est l'ironie qu'on aime, ça. Donc bon, sa boisson qu'il appellera French Wine Coca, un peu stylée, il la veut bienfaisante de base. Mais il la veut aussi commerciale et lucrative, parce qu'on n'est pas des cons. Il est déjà associé dans une société qui a ouvert plusieurs pharmacies dans l'état de Géorgie à ce moment-là, donc le commerce, ça va, il maîtrise. Et pour en revenir à son breuvage, il s'inspire d'un mélange hyper hype à l'époque, du vin coupé avec de la feuille de coca. Et sa création, elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, parce que le pape lui-même et un petit gars du nom de Thomas Edison en consomment et le plébiscite. Ces placements de produits gratos de l'époque lui laisse présager que ça pourrait bien plaire, ces conneries, et ouais, ça risquait de plaire. Sauf si d'un coup, la ville où il la vendait tombait sous le coup de la prohibition. Les bons timings, Johnny. L'alcool est interdit en 1886, la même année vraiment, et compromet évidemment très largement le succès de sa boisson, qui contenait donc de l'alcool. Mais qu'à cela ne tienne, Pemberton a plus d'un tour dans son sac et il adapte sa recette en virant le vin et en le remplaçant par du sirop de sucre. On a donc de l'extrait de feuille de coca, d'ailleurs, oui, c'est bien celle-là qui sert à faire de la cocaïne, pas de doute là-dessus, et il maintient la noix de cola, qui contient de la caféine. Et tada, le Coca-Cola fut. Donc bien sûr, à l'époque, il est pas vendu chez Auchan, il est vendu en pharmacie, il est positionné comme un remède contre les maux de tête, la fatigue et même l'impuissance.
marche. Bon, vous me direz en commentaire si vous trouvez que ça marche, mais soyons ouverts à la proposition. Et donc depuis tout à l'heure, je t'ai laissé avec l'info cruciale et tu viens pas me tirer la manche, t'es vachement sympa. Est-ce qu'il y avait de la cocaïne dans le coca? Bah oui. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Il y avait de la cocaïne dans le coca. Mais en petite quantité. Chaque verre de coca contenait environ 9 mg de cocaïne. C'est peu, mais c'est suffisant pour procurer un léger effet stimulant. A priori, pas pour donner une dépendance comme la cocaïne pure. Ceci dit, à cette époque, la cocaïne était perçue comme une substance médicinale et était présente dans de nombreux produits, y compris des pastilles, des sirops contre la toux et même du chocolat. Elle n'était pas encore considérée comme une drogue dangereuse, mais ça tarderait pas. À la fin du 19e siècle, la perception de la cocaïne commence à changer. Des études montrent ses effets addictifs et les autorités américaines commencent à s'inquiéter de sa consommation. Dans les années 1900, on a le mouvement prohibitionniste qui commence à dégénérer un peu partout et qui commence surtout à muter. Il mute notamment en mouvement raciste et tout ça, ça alimente la panique ambiante au sud des États-Unis. Des journaux hyper influents, des médecins, des policiers relaient une théorie hyper dangereuse selon laquelle les ouvriers noirs du sud, sous l'effet de la cocaïne, deviendraient violents, insensibles à la douleur et incontrôlables. Tu te rappelles, au début du Covid, il y avait plein de fake news qui disaient que des patients étaient morts mais reprenaient vie un peu comme des zombies. Bah pareil, mais avant l'heure d'Internet. Une belle perf, quelque part, de créer une info virale avant Internet. Je sais même pas si on y arriverait aujourd'hui, tellement on est habitué à tout voir en un clic. L'un des articles les plus marquants de cette époque est publié en 14 dans le New York Times, où un médecin du Sud affirme que les nègres cocaïnés, c'est pas moi qui le dis, attrapez pas ma veste, deviennent si résistants aux balles que la police doit utiliser des armes de calibre supérieur pour les neutraliser. C'est une rumeur infondée, évidemment, comme on les aime, mais ça contribue à alimenter la paranoïa raciale. Certains journaux du Sud vont jusqu'à dire que la cocaïne transforme les Noirs en bêtes sauvages et que les viols et les agressions augmentent à cause de la drogue. Donc bon, face à tout ça, Pemberton, tu comprendras qu'il va être contraint de remodifier sa recette. Déjà qu'il a dû virer du vin, maintenant, c'est la feuille de coca qu'on va supprimer. Enfin, pas exactement. Parce que la révolution industrielle a ça de bon aussi, elle permet des avancées technologiques de dingue. Parmi elles, et comme on le voyait un petit peu tout à l'heure avec l'industrie pharmaceutique, on a avancé sur la chimie organique. Et ça nous permet, à partir de 1885-90, d'extraire et de séparer des éléments par ailleurs imbriqués, ici en l'occurrence la cocaïne, des feuilles de coca. Aujourd'hui, on fait la même chose à peu près avec le CBD par exemple, avec la THC qu'on a séparée du cannabis. En tout cas, à partir de 1904, le coca ne contient plus de cocaïne, finito. On entre enfin dans l'ère du coca qu'on connaît aujourd'hui, au bon goût de terroir. Alors, il y a un tout petit détail que j'ai oublié de te dire, c'est que Pemberton, il va pas le voir ce changement de cap en 1904. Bah non, parce que lui, il meurt en 1888, soit 2 ans après la création de sa boisson. Le gars ne sait même pas qu'il a créé la boisson la plus emblématique de son pays, l'une des icônes les plus fortes de la pop culture qu'il a traversé les siècles. C'est un peu nul. Lors de la création de la nouvelle recette avec les feuilles de coca décocaïnisées ou décocaïnées, pour être franche, je crois que le monde n'est pas encore d'accord sur ce verbe. En tout cas, lors de la suppression de la cocaïne, l'entreprise a déjà été rachetée par un certain Asa Candler, une sorte d'Elon Musk de l'époque, visionnaire et hyper audacieux. C'est lui qui fera passer Coca du best-seller de l'apothicaire du coin à un produit grande consommation. Et c'est lui qui commence à entourer la recette de mystère en la modifiant légèrement et en créant un mythe autour de sa formule secrète. Aujourd'hui, selon la légende, seules 2 personnes dans le monde connaissent la recette exacte du Coca-Cola. Ils peuvent pas prendre l'avion ensemble, ni même être au même endroit au même moment, histoire que la formule disparaisse pas d'un coup en cas d'accident qui les impliquerait tous les deux. Et de toute façon, la fabrication du Coca-Cola est tellement fragmentée que même les employés de l'usine ne connaissent pas l'intégralité de la recette. Chaque ingrédient est préparé à différentes étapes et seuls quelques cadres haut placés savent exactement comment assembler le tout. La recette originale est enfermée dans un coffre-fort ultra sécurisé, exposé d'ailleurs depuis 2011 au grand public dans un musée d'Atlanta, au World of Coca-Cola. Alors bien sûr, le coffre est fermé, personne ne peut l'ouvrir, mais la mise en scène est parfaite pour entretenir le mystère. D'ailleurs, on ne sait pas réellement si elle est dans la recette. Bon, même si Coca garde plus que précieusement sa formule, des analyses chimiques et des documents historiques nous permettent d'avoir une bonne idée de ce qui peut s'y trouver. Globalement, eau gazéifiée, sucre ou sirop de maïs selon les pays, colorant caramel E150D, celui qui donne la couleur un peu marron, acide phosphorique pour la conservation et les trous dans ton estomac, caféine pour l'effet stimulant, arôme naturel dont un extrait de feuilles de coca, sans cocaïne du coup, préparé par une entreprise qui est spécialisée là-dedans et sous licence du gouvernement américain pour garantir que, justement, on décocaïne les feuilles. Et bien sûr, le fameux merchandise 7X qui serait un mélange secret d'huile essentielle, comme par exemple la cannelle, la muscade, on évoque la coriandre, la vanille, le citron et l'orange, qui donnent au coca son goût si particulier que les cola jeans et autres Coca-Cola n'arrivent pas vraiment à imiter, on va pas se mentir.
Alors voilà, maintenant tu sais que quand tu bois du coca, tu t'enfiles pas juste du sucre et des bulles, mais aussi un bon vieux bout d'histoire américaine avec son lot de manipulation, de panique raciale et de marketing de génie. Tu voulais un truc rafraîchissant, bah t'as surtout un élixir, né d'une époque où un pharmacien a inventé la boisson la plus emblématique du monde, sans jamais voir l'envergure de son œuvre, qu'aujourd'hui encore, on vend en face du rayon épinard en conserve alors que ça peut dissoudre une pièce de monnaie en quelques heures. Mais bon, qui a dit qu'un foie fonctionnel valait mieux qu'un coca bien frais? Je m'appelle Dorian et régulièrement je te cale un dernier cours, celui que t'aurais dû avoir à l'école. Bye. Carbonitin mi culo, caramel color, acidity regulator, natural flavor, mi culo original taste.